C'est clair. Bon, je pense que Standard t'appelle aujourd'hui, tu vas, non? Maintenant? Ouais. Non. Parler du ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Un véritable plaisir que d'être avec vous avec, comme d'habitude, des chroniqueurs aussi piquants que délicieux. J'ai nommé Thomas, le retour de Thomas. Bah oui, hein, on peut pas être là toutes les semaines. On peut pas être là toutes les semaines. Non, je suis content. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale, mais bien sûr, on commence aussi par dire un grand bonjour à mon Xavier. Ça va mon Xavier? Ah, pas mal et toi? Eh ben écoute, très très bien. Tout va bien dans le monde d'EA Sports? Parfait. Tout se passe comme il faut? Il n'y a pas trop de bugs sur les machines? Un peu, mais on va pas le dire. Et juste à côté, aujourd'hui, eh bien, on reçoit un homme fantastique. Je suis très très content de l'avoir à mes côtés. Harlem Bison Noéré. Comment ça va, moi, Harlem? Ça va et toi, Sacha? Eh ben, écoute, très bien. Je suis très content. On va un peu te présenter. Tu es natif de Paris, mais par contre, tu as joué en Belgique, bien sûr, au Sporting Charleroi. Tu as également joué du côté de l'Excel Moucron. Et c'est ce pourquoi, justement, je disais J'ai un sourire. Voilà, il a le sourire, la banane. Un épisode un petit peu spécial. Il est passé, il a vécu les mêmes moments que toi, sauf que lui était sur le terrain et toi dans les tribunes. Mais en effet. Ça te rappelle quoi quand tu penses à Bison? Quels sont les souvenirs qui te viennent à l'esprit? Bah quand il rentrait, tu voyais vraiment quelqu'un devant quoi. Il y avait un vrai attaquant et tu sentais la puissance. Et bon, on l'a pas vu beaucoup. On aurait voulu le voir plus, mais il a connu pas mal de blessures si je me trompe pas. Et après il y avait la situation qui était quand même assez délicate à Moucron. On va pas revenir là-dessus, mais voilà. Oui, ça le fait sourire. C'est vrai que la situation elle était pas facile, Harlem. Non, de l'intérieur, c'était vraiment difficile. Après, pour rebondir, j'étais pas blessé quand je suis revenu à Moucron. J'ai eu le décès de mon papa qui m'a beaucoup affecté pendant cette période. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps de m'exprimer. Ouais, ok. T'es une véritable star en Roumanie. C'est vraiment un pays que tu as réussi à conquérir. On parlait de toi quasiment tout le temps. Tu faisais l'actualité de par tout simplement tes performances sportives, parce que tu as quand même une grande carrière, surtout du côté du Steaua Bucarest, où tu as vraiment beaucoup fait parler de toi. On a reçu toute une série de messages, notamment suite à l'annonce de ta venue dans l'émission, de la part des supporters de justement roumains ou du Steaua qui disaient « Ah tiens, on rêverait de voir Bison, etc. » de le voir revenir encore une fois. Comment ça se fait que tu as marqué comme ça ce pays? Comment tu as vécu cette aventure? Parce que nous, on n'était pas là. Nous, on n'a pas ce prisme-là, mais on ne sait pas à quel point tu es connu là-bas, en fait. Est-ce que tu peux m'expliquer comment les choses se vivent? En fait, c'était compliqué au départ pour moi, parce que c'était la première fois que je partais dans un pays où on parlait pas français. Donc, c'était assez compliqué. Et du fait que je suis arrivé dans un club, tout d'abord le Dynamo, où le coach Micharenic, qui était ici en Belgique, qui m'a fait confiance. Et à partir de là, tout s'est enchaîné bien pour moi. Mon transfert après au Steaua, qui a fait beaucoup parler, mais voilà, je voulais jouer dans un grand club, jouer la Coupe d'Europe, et j'ai pu le faire de bonne manière. Et je me souviens aussi qu'effectivement, tu étais le premier à prendre la parole, à exprimer un petit peu aussi quand les choses n'allaient pas, notamment au niveau des tribunes, etc. Tu étais le premier à je dirais, pouvoir communiquer et dire les choses assez platement et concrètement aussi. Je me souviens qu'on t'avait notamment entendu en télé, en radio, en France. On avait fait des papiers ensemble à l'époque dans Libération, où, à un moment donné aussi, s'il faut prendre la parole sur des sujets de société, t'es pas le dernier. Non, je suis pas le dernier parce que voilà, les joueurs de foot, je pense qu'on doit avoir une parole. Après, qu'elle est écoutée ou pas, on doit, je pense, tous dire quelque chose. Et après, voilà, moi, je l'ai fait quand il y a eu l'histoire de racisme avec l'arbitre Atsegan. Donc voilà, moi, ça me dérange pas de parler de faits de société. Oui, effectivement, dans un pays aussi qui a été parfois aussi réputé pour ce genre de choses, mais où toi, justement, tu avais un respect absolument incroyable, quoi. Il y avait, en fait, une espèce de fanatisme autour de toi, où il y avait une espèce de clivage, on l'adore, on le déteste, quoi. Il y avait ça, en fait. Il y avait ces deux trucs-là, oui, parce que j'ai fait le transfert Dynamo Steaua, donc voilà, certains supporters à l'époque du Dynamo pouvaient me détester. Mais après, voilà, comme j'ai dit, moi, je voulais jouer dans un grand club. Et le Dynamo était un, mais
la Coupe d'Europe est quelque chose d'autre. Et après, moi, au niveau du racisme, là-bas, je l'ai pas ressenti parce que, je veux dire, j'ai toujours performé. Donc, je pense à partir de là, j'étais adopté par ce peuple. Le niveau du championnat roumain, on en est où? Quand tu parles justement de tes performances au HTEA, moi je me rappelle de performances où tu avais été buteur, je crois notamment face à des clubs italiens en UEFA Conference League, non c'est l'UEFA Europa League à ce moment-là. Tu avais été très bon, tu avais marqué plein de buts, etc. Comment toi tu jauges par exemple un club comme le HTEA où tu as joué et aujourd'hui un club comme Charleroi, le Standard ou le Sporting d'Anderlecht en termes de niveau, championnat de Belgique, Roumanie, on en est où? Après en Roumanie, je vais dire il y a 4-5 clubs qui peuvent être bien classés ici en Belgique, que ce soit Cluj, Steaua, Dynamo, maintenant le Rapid qui est monté. Donc je pense ils font pas tâche en Coupe d'Europe, mais même si c'est difficile pour eux, mais ils font pas tâche. En tout cas aujourd'hui tu es non pas dans ta casquette de footballeur, mais plutôt dans ta casquette de chroniqueur invité. Ça me fait plaisir de voir un petit peu débattre avec nos copains, justement sur des sujets très importants cette semaine. Dans Parole de supporters, nous reviendrons bien sûr sur le match Standard-Bruges et on se demandera si ce match et cette victoire du Standard de Liège est un véritable déclic pour les Rouges. Mais avant ça, on démarre avec les moments forts de la semaine et on peut pas commencer autrement que par le fait de parler de ce match, hein, bien sûr. Autriche, Belgique, Suède, ces matchs. Qu'est-ce que vous attendez de Domenico Tedesco, Thomas? Bah, je m'attends pas forcément à grand chose de différent par rapport à ce qu'on a vu les matchs précédents, parce qu'il est dans la continuité, aussi bien dans la liste qu'il a dévoilée que dans le jeu qu'il propose. Donc bon, on n'a peut-être pas trop ça parce qu'il est blessé. Je pense que tu allais l'annoncer, mais je suis peut-être devancé, je sais pas. Il y a pas de souci, ouais. Frérot. Tu dis ce que tu veux. De toute façon, les gens le savent, hein, c'est pas un secret. Mais non, j'attends de la continuité, pas forcément de grande surprise, mais sur ce qui a été fait les matchs précédents. De la continuité, Xavier, est-ce que tu attends aussi peut-être un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur dans le milieu de terrain? On parlait justement, et Thomas a anticipé l'info, le départ, en tout cas la blessure de Trossard qui permet à Arthur Vermeeren d'arriver. Est-ce que ça aussi, ça peut bouleverser quelque chose dans le milieu de terrain, ou alors on devrait retrouver un 11 de base Tielemans, Amadou Onana en Autriche? Je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de changements, ça reste quand même des matchs importants. Moi je m'attends juste à 6 sur 6, je pense qu'ils font 6 sur 6, ils sont sûrs d'être qualifiés, enfin même avant. Ouais, et l'important c'est surtout la qualification, et puis après les 2 derniers matchs qui resteront encore après, ouais, là tu peux peut-être essayer de faire des choix, mais ici je m'attends juste continuité, des victoires, puis au final ils jouent pas comme des adversaires fous. Enfin, faut pas se le cacher, c'est des bons adversaires, mais ils jouent pas des têtes de série comme l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre ou quoi, ça reste des clubs, des pays du sub-top européen, donc normalement 6 sur 6 c'est une qualification, quoi. Bison, quel est ton point de vue justement sur cette nouvelle génération qui arrive en Belgique, tous ces jeunes talents qui commencent à grandir et tout simplement l'évolution aussi de notre équipe nationale depuis la Coupe du Monde 2018 et cette fameuse demi-finale perdue face à la France? C'est une équipe assez homogène. Moi j'aime beaucoup ce milieu de terrain Onana, qui est vraiment fantastique. Donc ouais, j'aime bien, on va dire tous les vieillissants, à part Vertonghen qui est encore là, ils sont tous partis à la retraite, mais je pense que c'est une bonne équipe avec Lukaku aussi qui performe encore avec l'AS Roma. Romelu Lukaku qui est officiellement le meilleur buteur de l'histoire du football belge. Il est passé devant Erwin van den Berg qui était à 361 buts. Romelu Lukaku est à présent à 364, je pense. Donc c'est énorme. Thomas, tu veux dire quelque chose? Ouais, petit clin d'œil pour Quentin, pour lui montrer que Lukaku c'est vraiment le meilleur joueur, le meilleur attaquant. C'est le GOAT. Ouais, clairement, il y a pas débat. Et encore ce qu'il fait là avec Rome. Si là, bon après Openda il est très bon, mais j'attends Lukaku en forme, en pointe. Ouais, il n'y a pas débat. Tout à fait. Bison, je voulais te demander, parce que on sait aussi que tu travailles sur des cours d'entraîneur, etc. C'est vraiment un sujet qui t'intéresse. Tu as vu l'évolution justement de la Belgique entre Roberto Martinez et un football de possession et celui un peu plus, je dirais, à la mode, celui ce qu'on appelle du Gegenpressing en fait. Hein, c'est ça. C'est le contre-pressing, la vitesse avec les côtés notamment qui vont apporter tout de suite dans l'animation, etc. Toi, comment tu vois cette espèce de transition, cette nouvelle Belgique? Quel est ton point de vue sur ça? On va dire en 2018, il y avait beaucoup de joueurs phares, que ce soit Hazard, De Bruyne, Carrasco, tous ces joueurs-là, c'était vraiment des joueurs de possession. Maintenant, le football a vraiment changé depuis. Si on regarde, toutes les équipes font du pressing presque tout terrain, on va dire. Parce que voilà, maintenant le football demande ça.
et les joueurs sont adaptés maintenant pour ce genre de football. Je comprends. N'hésitez pas à liker, bien sûr, et à s'abonner. C'est important pour le référencement. Je l'ai pas dit au départ, mais s'il vous plaît, faites-le parce que ça nous aide énormément et ça permet, bien sûr, à cette émission de continuer. Un petit œil aussi au niveau de la liste, les amis. La liste, on en parlait. Donc le départ de Leandro Trossard pour l'arrivée d'Arthur Vermeeren. Globalement, Thomas, une surprise pour toi, ces 23, cette liste qui va très certainement affronter, ça va être le break international le plus décisif, le plus important en vue de l'Euro. Ça va aussi nous donner quelques clés d'analyse pour l'Euro et pour la suite. Bah la liste de base m'a pas surpris. Okay. La présence de Keita m'a pas surpris non plus. Même si je trouve que ces 2 derniers matchs avec l'Antwerp, il est moins bon que ce qu'il a été en début de saison. Mais ce qui me surprend, c'est d'avoir appelé Vermeeren à la place de Trossard. Je comprends pas trop le concept, même s'il a tout à fait sa place dans la liste, hein, c'est pas ça le truc. Mais l'explication qu'il avait donnée Tedesco par rapport au fait qu'il avait pas repris Vermeeren, bah tombe un peu à l'eau, ça colle plus avec ce qu'il a dit parce que les matchs et les adversaires restent les mêmes. Ouais, c'est ça. Xavier, je te vois opiner du chef. Moi, je suis d'accord avec Thomas, la justification de Tedesco, elle était pas à la route parce que Vermeeren, il est pas prêt physiquement, on le reprend pas et puis au final, tu le reprends. Moi, ce qui me dérange encore dans cette liste-là, c'est que je comprends pas pourquoi tu prends 4 gardiens. Ouais, mais ça, il a toujours expliqué, ça. Il sait qu'il jouera jamais, alors le 4e, c'est encore pire. Pour les entraînements. Bah ouais, c'est ça. Pour les entraînements, c'est tout. C'est connu, ça. Un jeune, je ne parle pas de Keita comme qui jouera pas, mais un jeune pour l'effectif, qui prendra ses marques avec le groupe, tu vois. Il y a un problème de Keita ou pas? Parce que il y a beaucoup de personnes qui semblent demander, en fait, son arrivée. Et on a l'impression vraiment qu'il passe derrière plusieurs profils. Non, je pense que son profil correspond pas à ce que Tedesco veut jouer. En fait, le premier, il va jouer derrière Doku, et Doku défend pas suffisamment, en fait. Faut pouvoir quelqu'un qui couvre derrière lui. Donc, il est trop offensif. Il est trop offensif de Kuiper. Ou bien, tu dois mettre Doku de l'autre côté, et un joueur offensif devant lui, tu vois. Mais je pense que... ça doit être ça. À Bruges, de Kuiper, il joue en 3-5-2. Il est piston gauche. Ouais, mais le problème, c'est qu'il joue pas comme ça en équipe nationale. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il est pas appelé. Non, c'est intéressant comme analyse, effectivement. Et peut-être aussi qu'il a une petite appréhension parce qu'il sait que derrière, tu as beaucoup de joueurs offensifs. Il faut pouvoir aussi faire les efforts derrière pour ne pas être en infériorité numérique en cas de phase de transition. Thomas? Justement, Bruges ne joue plus en 3-5-2, il joue avec 4 défenseurs derrière. Donc c'est un vrai arrière-gauche maintenant de Kuiper. Donc logiquement, il pourrait être pris dans la liste, mais je pense que c'est par rapport au pressing. Il préfère un deux-man qui a connu ce pressing avec Muslich du côté de Cercle. C'est sa façon de travailler. C'est le pressing et il met toujours l'accent là-dessus. Donc je pense que c'est pour ça qu'il préfère un deux-man à un de Kuiper. Parce qu'il est plus prêt à l'animation offensive pressing, que lui veut mettre en place. Et il joue dans un championnat aussi un peu plus élevé. Il est titulaire même s'il est blessé maintenant, et voilà, mais il a quand même marqué la semaine dernière avec le Werder Brême. Donc non, je pense qu'il préfère Deman à De Kuiper, c'est juste une question de préférence. Thomas, lors de la première émission, tu nous as parlé du secteur défensif qui te faisait peur. Il n'y a pas qu'à moi, je pense. Oui, effectivement, je pense que c'est aussi partagé par Xavier. Je pense qu'on est tout à fait d'accord par rapport à ça. Mais quel est vraiment, allez, je vais reposer la question pour le fun. Le secteur de jeu qui te fait peur, c'est bien la défense. Oui, pas forcément le poste derrière gauche ni derrière droite, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui sont capables de progresser, de monter en puissance. C'est surtout défenseur central. Je sais pas trop qui va assurer le coup une fois que Vertonghen sera parti. Il y a Woutfass, mais j'ai jamais été fan de lui et je le serai jamais, je pense. Xavier non plus, apparemment. Quand tu vois les derniers matchs en sélection, je regarde pas ces matchs en club, donc ça je peux pas. Non, moi j'ai jamais. En sélection, que tu le vois, je vais pas dire que c'est la catastrophe, mais presque, toi. Ouais, c'est très compliqué. Bordeaux ne joue plus. Qui regarde les matchs de Woutfass en Championship? Bah, je les ai pas vus de Championship, ça je vais être très honnête là-dessus, mais j'ai vu les matchs avec Reims, j'ai vu les matchs avec Ostende. Ça m'a jamais convaincu. Ouais, non, je suis assez d'accord, effectivement. Et puis, on est dans une gestion tout le temps d'urgence. On a l'impression que, tu sais, il y a un ballon qui arrive, ça y est, on ramène les pompiers. Pimpon, tout le monde va à fond. Et à un moment donné, on a juste envie de dégager le ballon le plus vite possible, le plus rapidement possible. Comme si la situation le nécessitait. Alors que quand t'es en phase de possession, t'es calme, en fait, sur le ballon. Tu peux jouer avec tes partenaires. On a toujours l'impression que le ballon lui brûle des pieds, comme si c'était une bombe, en fait. Et ça, c'est un vrai problème parce que, en Belgique, la grande force des défenseurs centraux, ça a toujours été la qualité de relance, la qualité justement à savoir
tenir un petit peu le jeu, etc. C'est d'ailleurs une des qualités d'Jan Vertonghen. Hein. Jan Vertonghen, on peut dire ce qu'on veut sur lui. Il est lent, il sait pas se retourner, machin, bazar. Mais en attendant, il gagne de moins en moins de duels de la tête aussi. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est propre, quoi. Ah oui, qu'est-ce qu'il est propre. Il le prouve encore cette saison. Voilà. Et donc, ça tranche un petit peu avec la situation. Wout van Aert, ça peut être intéressant si tu dois, par exemple, garder un score. Tu vois, tu mènes 1-0, tu es face à un gros adversaire, tu fais descendre un attaquant et tu mets un défenseur central supplémentaire, tu joues à 5. Voilà, la limite, ça se comprend. Mais dans un jeu comme celui de Tedesco, où tu as vraiment besoin d'avoir ton build-up, comme on dit, ta première relance, c'est tes défenseurs, quoi, tu vois. Et j'ai vraiment du mal avec Wout van Aert à ce niveau-là. J'aurais préféré un Minal d'Akil, voilà, pour le dire, tu vois. Je trouve qu'Amine, il encaisse beaucoup de buts avec Burnley, mais il est toujours calme, tu vois. Toujours calme dans sa relance et dans sa proposition footballistique. S'il y a quelqu'un qui doit aller déloger Wout van Aert, c'est qui, Xavier? Maintenant, moi, je saurais pas te dire qui pourrait, parce que je trouve pas qu'il y a, ça, je trouve ça un peu drôle que, je te rappelle, il y a quelques années, du temps de Alderweireld, compagnie et tout ça, on avait limite trop de défenseurs centraux et qui jouaient pas, des Kabasele, Boyata, enfin, plein de joueurs, avec leur niveau de l'époque, ils pouvaient revendiquer une place, mais il y avait des trop bons joueurs pour prendre leur place, et maintenant, à la place de Wout van Aert, tu mettrais qui? On se pose la question, toi, par exemple. Ouais, après, si on avait un vrai arrière gauche, un vrai, hein. Bon, après, De Kuiper et Deman, c'est des bons joueurs, mais pas des... Gauche, hein. Comment? Il y a un vrai arrière gauche. Oui, oui. Kabasele. Non, c'est Kabasele, celui qui était à Charleroi. Ah, KMB. C'est un vrai arrière gauche aussi. Mais pas assez bon pour, c'est un bon joueur, mais pas assez bon pour le niveau international, je pense. Bah, s'il a pas sa chance, on peut pas savoir véritablement, s'il est assez bon. Par exemple, en équipe de France, ils ont appelé, le jeune qui est à Chelsea, qui est parti, Malo Gusto. Voilà, ils l'ont appelé. Et pourtant, c'est pas un grand défenseur. C'est clair, je suis d'accord. C'est pas un grand défenseur. On va dire, ils sont un peu similaires, les deux. Mais pourtant, il a appelé en équipe de France. Après, il y a Théâtre aussi. Il y a Théâtre, par exemple, lui, c'est un mec qui a une bonne relance, quoi, à Rennes. Mais lui, de jouer à gauche, il peut pas jouer en défenseur central. On l'a encore vu contre le PSG, c'était pas bon. C'était pas bon, je trouve, en défenseur central. Moi, pour avoir joué contre lui, franchement, c'est vraiment un bon défenseur. Ah oui, ça c'est sûr. C'est vraiment un bon défenseur sur l'homme. Il est vraiment bon. À la relance, il est vraiment bon. Il lit bien les trajectoires. Il est toujours bien placé. Après, allez, pour appeler Fest, là, qui joue en deuxième division d'Angleterre, autant appeler celui qui est à Bruges, là, le Black, là, derrière. Boyata. Autant appeler Boyata. Trop limite pour l'instant. Trop blessé, trop fragile. Mais lui, en tout cas, je pense qu'il t'apporte une assurance aussi. Avant, ouais, parce mais qu'il a l'expérience des précédentes compétitions. Voilà. Ouais, effectivement, c'est vrai que il a ça pour lui. Après, je pense que sur la conjoncture, parce que ça va pas être un titulaire. On sait très bien. Non. Et après, pour les équipes qui vont affronter, là, les deux équipes pour avoir les 6 points, je pense qu'il a même pas besoin de jouer. C'est au cas où, s'il y a un blessé ou quoi. Un match, ça peut faire la différence. Alors moi, je vais peut-être lancer un pavé dans la mare. C'est un joueur qui a joué aussi à peu près à la même époque que toi, dans le championnat de Belgique. Et tu fronces tout de suite les sourcils parce que tu te demandes quel nom je vais sortir. Franchement, je vois pas Christian Kabasele. Ah oui, Christian Kabasele est titulaire avec Udinese. Il joue des très grands matchs en Serie A. Bon, vous savez que j'ai l'occasion de suivre chaque week-end la Serie A puisque je commente ce championnat. Je trouve qu'il fait vraiment des bonnes prestations et que si on a vraiment un problème, en termes d'expérience, c'est vraiment un joueur qui peut apporter quelque chose à ce groupe jeune. Voilà. Ouais. En plus, c'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement, je dirais, été beaucoup appelé, hein, aussi. Il n'a pas été beaucoup appelé en sélection. Non, c'est ça. Et je pense qu'il a le niveau quand il était à Watford. Déjà, il avait déjà le niveau. Et il est pas appelé. Après, voilà, il y avait des joueurs aussi, compagnie, Vertonghen, Vermaelen. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait aussi des gros défenseurs à cette époque-là. Mais maintenant, je pense que il peut faire l'affaire. Mais tu sais ce que c'est le manque de médiatisation de certains championnats par rapport à d'autres. Hein. Tu joues en Angleterre, même en division 2 anglaise, il a gagné quelques points, certes en faisant de très bonnes performances, et il mérite ses sélections. Quand je parle de Wout van Aert en Angleterre, c'est tout à fait vrai. Plus jeune aussi. Mais et il est plus jeune. Mais quand on regarde en Italie, c'est un championnat éminemment intelligent. C'est là qu'on forme les meilleurs défenseurs au monde. Tout le monde vient chercher des défenseurs en Italie. Les Espagnols, les Anglais, les Allemands, ils vont tous chercher en Italie parce que c'est là qu'on apprend vraiment ce qu'on appelle la science du positionnement tactique. Pourquoi ne pas en Belgique aussi, à un moment donné, aller chercher des joueurs comme ça? Quand on parle par exemple d'un niveau du Connie de Winter, il a mis
3 saisons à être maintenant titulaire sous Gilardino du côté de la Genoa. Pourtant, c'était un talent que tout le monde disait il est fantastique, etc. Je me rappelle en 2021, j'étais juste après la crise Covid ou juste avant, je pense, Conny De Winter était titulaire avec la Juventus face à Chelsea en Ligue des Champions. On lui promettait monts et merveilles, il a dû manger son pain noir pour apprendre c'est quoi le football en Italie, tu vois. Il y a encore des défenseurs à qui ont plus de crédit et justement qui doivent pas souffrir comme ça. Un Conny De Winter, moi je pense qu'il est bien plus près de clairement. la sélection que d'autres, tu vois. En Italie, c'est toujours un peu boudé par les sélections belges, je trouve. Ah bah voilà. Ça me fait plaisir que tu le dises, parce que j'attendais quelqu'un qui dise ça, en fait. Depuis même avant, il y a 20 ans, genre Moudingai titulaire à l'Inter, t'avais une équipe nationale pourrie, il était jamais appelé. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. C'est ça. Je me demande même s'il joue à gros. Neigoland aussi? Qui ça? Neigoland aussi. Ouais. C'est la même chose. Non, mais je pense qu'il, tu peux presque pas jouer en sélection. quand il était à la Roma, c'était, je veux pas dire l'un des meilleurs milieux de terrain belges, mais faisait partie des meilleurs. Non, t'as raison, c'est vrai. C'était, après, au niveau du comportement, c'est autre chose. Mais, en attendant, il était performant. Ouais, c'est clair que Marco Ilmaz, en tout cas, pour le coup, il avait pas beaucoup de points qu'on pouvait lui mettre, entre guillemets, à son actif, mais par contre, la gestion de Dragan Nainggolan, lui, il avait réussi à la faire, et on avait quand même vu le seul bon joueur face au Pays de Galles à l'Euro 2016, c'était lui, hein. C'était lui, face au Pays de Galles en quart de finale, il avait nettement fait le travail, et c'était le meilleur joueur, tout simplement, des Diables Rouges, alors qu'Eden Hazard s'était caché suite à sa bonne performance face à la Hongrie. Donc voilà, j'allais vous poser la question de comment améliorer les choses, mais on va peut-être passer tout de suite à la question très simple. Est-ce qu'on va sur un 6 sur 6? Autriche, on va gagner. Suède, on va gagner, Thomas. Tout dépend du premier match, si tu le gagnes, c'est dans la poche. Après le match après, je sais pas s'ils vont vraiment aller chercher les 3 points, si justement il va pas essayer des nouvelles choses. Donc non, déjà les 3 points contre l'Autriche, ce serait déjà pas mal. À quel point c'est capital d'aller chercher la première place pour l'Euro? Capital? Bah pour la suite de la compétition, pour être tête de série lors du tirage de la Coupe d'Europe. Ouais. Donc si on ne gagne pas en Autriche, on est raisonnablement déçu, Xavier. Oui, clairement. Enfin, quand tu vois que l'Autriche elle a péniblement gagné contre l'Estonie en début de phase de qualification, et quoi qu'il arrive, si tu vas avoir un minimum d'ambition, tu dois être capable de battre une équipe comme l'Autriche sans leur manquer de respect. Mais si tu as un minimum d'ambition, tu dois être capable de battre des équipes comme l'Autriche, la Suède et tout ça. L'Autriche qui jouera sans David Alaba, qui est quand même son meilleur joueur, qui est forfait. Donc si en plus de ça, le meilleur joueur de l'Autriche n'est pas présent, que c'est un défenseur central, Romelu Lukaku est en grande forme, il n'arrête pas de marquer avec l'AS Roma. C'est fou. On peut présupposer qu'il sera titulaire. Logiquement, offensivement, on doit pouvoir se créer aussi toute une série d'occasions. Johan Bakayoko a encore marqué avant l'ajout international. Jérôme Doku a pas été spécialement mauvais, mais je pense que Zinchenko l'a mis dans sa poche. Voilà, ça c'était dans le match face à Arsenal. On peut quand même avoir des chances de créer pas mal d'occasions, et après, il faudra être efficace. Tout simplement, Thomas. Bah oui, clairement. De toute façon, y a pas débat. Hein. Tu dois toujours battre l'Autriche et la Suède. On va pas se mentir, c'est des pays qui sont nettement inférieurs à nous. Bon ben là maintenant on va passer à un autre débat, et justement je pense que ça va faire sourire Bison, c'est le moment de parler du PSG. Oula. Le PSG c'est ton club de cœur. On va pouvoir aussi parler en détail de tout ce qui se passe, et avec une question très simple, une question de débat. On referme cette page Diable Rouge et on se projette bien sûr sur Luis Enrique et le Paris Saint-Germain. La question c'est, est-ce que c'est déjà une erreur de casting ou pas, Bison? Moi je pense pas que ce soit une erreur de casting. Je pense que c'est l'entraîneur... un entraîneur avec la poigne comme ça, au PSG, à part Carlo Ancelotti, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Tuchel, c'était un peu bizarre. Mais je pense que c'est l'entraîneur qu'il fallait. Les joueurs aussi, il y a eu beaucoup de changements. Donc je pense aussi, ça joue aussi, je veux dire, entre guillemets, en sa défaveur. Sa décision tactique, et moi je la comprends assez mal, donc tu vas peut-être pouvoir me l'expliquer, de mettre Kylian Mbappé dans un rôle de créateur plutôt qu'un rôle d'homme décisif qui prend la profondeur. Comment tu l'expliques? Moi, je pense pas qu'ils mettent Kylian Mbappé en tant que créateur. Je pense que c'est Mbappé qui veut jouer comme ça, qui veut faire du Neymar, qui veut faire du Messi. Alors que ce joueur-là n'est pas apte à jouer comme ça. C'est un joueur entre guillemets de contre-attaque qui va vite, qui bouffe les espaces, tout ça. Et lui, il veut se donner ce rôle-là. En équipe de France aussi, il joue comme ça. Alors que c'est le rôle de Griezmann. Donc voilà, je pense que lui, je pense un mec comme Dembélé peut jouer. Parce qu'au Barça, avec Xavi, il avait, entre guillemets, ce rôle-là.
il pouvait jouer comme ça, mais Mbappé, je pense qu'il se donne ce rôle-là. Moi, je trouve que Dembélé, je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, mais c'est beaucoup trop brouillon. Oui, Dembélé, c'est un joueur spectaculaire, un joueur d'agora, comme on dit en Belgique, mais qui est très bon sur les espaces courts, qui fait plaisir et tout. Mais une fois qu'on est dans le dernier tiers, c'est très compliqué. Ouais, c'est pas décisif. Hein. Ça a toujours été son problème partout où il est passé. Sauf, je crois que sa première saison à Dortmund, ouais, là, c'était vraiment phénoménal. Mais après, quand on regarde la majorité de sa carrière depuis qu'il est footballeur professionnel, il y a que une saison où il a vraiment enflammé et ses débuts à Rennes, bien sûr. Oui. Mais sinon, après, il n'a jamais été un joueur décisif. Oui, c'est un joueur qui est déroutant sur son côté, qui va te faire mal par ses crochets, par sa vitesse. Mais après, le reste, niveau passe décisif, niveau but, c'est très compliqué. Mais en termes de rendement, du coup, il faut pas tabler sur lui pour mettre tous les buts qui vont manquer par rapport à la saison dernière, par exemple au Paris Saint-Germain, où c'était quand même une équipe bien différente. Sur le côté droit, même s'il marchait la plupart du temps, il était quand même efficace. On peut parler de Messi. Oui, à gauche, il y avait Neymar. Comment est-ce qu'on remplace, je veux dire, ce manque d'efficacité concret, je veux dire, ce qui va plus y avoir en fait dans le jeu en termes de productivité, c'est-à-dire en termes d'efficacité, but, passe décisive, XG, etc. Comment on fait pour remplacer ça, Thomas? J'aime beaucoup le milieu de terrain. Je le préfère le milieu de terrain maintenant à celui de. Oula. Je suis pas d'accord avec toi. Là. Moi, j'adore le petit jeune du PSG. Il est incroyable. Vitinha, j'aime beaucoup aussi. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant face à Rennes. Et Ugarte, je le trouve pas spécialement fort, mais il est là, quoi. Il est présent. Moi, je préfère. Depuis un certain moment, PSG cherche un joueur à la Thiago Motta qui récupère beaucoup de ballons. Ils l'ont trouvé avec Ugarte. Maintenant, ils virent, ils vendent Verratti, un mec qui peut te mettre des transversales du milieu de terrain ou des passes qui cassent les lignes pour un mec comme Mbappé ou Dembélé ou Colomani. Ils ont plus ce joueur-là. Je parlais avec un de mes meilleurs potes, il me dit oui, tu penses que Enrique il a fait une erreur en jouant 4-4-2 contre Newcastle? Moi je dis il a pas fait d'erreur. Mais 4-2-4. Voilà, pour moi c'est les joueurs qu'il a mis. C'est ça qui a été l'erreur. Parce qu'un mec comme Ugarte, un mec comme Zaïre, ils peuvent pas jouer à deux tout seuls au milieu de terrain. C'est impossible. Et tu penses que Verratti il aurait pu le faire? Verratti, avec un mec comme Verratti, et je donnais un exemple encore des joueurs plus loin, si t'aurais mis Verratti et par exemple Blaise Matuidi, mais ils auraient bouffé au milieu de terrain. Ils auraient bouffé, mais ils ont pas la course, enfin les courses comme peut le faire un mec comme Blaise Matuidi. Ils ont pas. Regardez, ok, ils récupèrent des ballons assez hauts, même un peu plus bas et tout. Mais après, pour moi, le 4-4-2, entre guillemets 4-4-2, c'est la meilleure option pour couvrir, on va dire, toutes les zones. Ouais. Mais après, il faut les joueurs qui vont avec. Et à ce moment-là, Paris n'a pas les joueurs pour jouer en 4-4-2. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Bison. C'est-à-dire que on a beaucoup misé sur les talents offensifs, les recrues. On a beaucoup pensé à vendre parce qu'il y a ce qu'on appelle le fair play financier, etc. Mais il est où l'équilibre là-dedans, Xavier? Je crois qu'il n'y a pas d'équilibre, même si peut-être est mieux qu'auparavant. Enfin, je trouve que c'est mieux d'avoir des joueurs comme Dembélé, tout ça. Moi, des grosses, enfin, c'est une star, mais moi, des grosses stars aligner toutes des stars, ça fonctionne pas. Par contre, je pense comme Bison qu'ils auraient dû garder à Verratti. Parce que, par exemple, au milieu de terrain, maintenant, ils ont plus de joueurs. Je voyais encore une interview de Buffon il y a 1 ou 2 semaines. Verratti, c'était un des seuls joueurs à Paris. Tu lui donnais le ballon, tu savais qu'il allait pas le perdre. Et ça te permet à tout ton bloc de remonter, de garder le ballon, puis après il distribue quoi, mais au moins déjà il dégoûte l'adversaire, parce qu'il est impossible de lui reprendre. Et toute ton équipe, t'es sereine, en fait. Quand tu lui donnes le ballon, t'es serein, et tout le monde peut se replacer, tout le bloc peut se repositionner, et tout ça. Et il n'y a pas de joueurs comme ça maintenant au milieu de terrain à Paris. Mais après, il y a, voilà, on va quand même aborder la question du coaching parce que je trouve que autant les idées peuvent être intéressantes, autant j'ai pas l'impression que ça convient, et comme tu le disais, au Paris Saint-Germain de maintenant. Déjà, pour moi, effectivement, il faut passer à 3. Et puis, en plus de ça, il y a toujours l'énergie que peut envoyer un Luis Enrique par rapport à l'extérieur. Alors, est-ce que il est fondamentalement, on peut reparler des polémiques dernièrement qu'il a eu avec les journalistes, etc., dans une stratégie de dire dans le management, tu vois, c'est moi contre entre guillemets, c'est moi et mon groupe contre les autres et contre le reste du monde. Mourinho est très bon là-dedans, tu vois, en disant ouais, je vais protéger mon groupe et vous êtes tous les plus méchants du monde et je vous déteste tous. Mais quelque part, est-ce que
dès le départ, il est obligé de mettre ça en place. Dès le départ, il est obligé de tout de suite se mettre contre les autres. Parce qu'au final, on sait comment ça se passe, surtout en France. À un moment donné, si une fois, deux fois, trois fois, tu vas rentrer dans l'art de journalistes qui sont même pas considérés comme des journalistes négatifs, tu vois. Ce qui s'est passé, par exemple, à la fin du match face à Newcastle, avec Fabrice Hawkins, le journaliste d'RMC Sport, qui se fait vilipender, le pauvre, quoi. Vraiment, alors qu'il posait juste ses questions, il se fait tuer. Lui n'a pas eu l'appréhension, comme ensuite Alexandre Ruiz ce week-end, de répondre. Mais est-ce que ça aussi, ça démontre pas un climat de, tu sais, il y a de la tension, quoi. Tu sens qu'il est pas serein, Luis Enrique. Ouais, je pense qu'après, comme je te disais en aparté, je pense que ce genre d'entraîneur, c'est comme Guardiola. Ils vont jamais se remettre en question. Donc, ils ont toujours la science infuse. Donc voilà, c'est assez compliqué. Mais après, je pense que vaut mieux un entraîneur qui protège son groupe qu'un entraîneur qui déballe tout sur la place publique aussi. Toi, tu as vu la fameuse séquence dont on parle où, en fait, Luis Enrique dit au journaliste en question, c'est Alexandre Ruiz, le journaliste de chez Free, qu'il est le pire journaliste, etc., du football mondial, etc. Je veux dire, à un moment donné, en tant que joueur, il y a deux joueurs à côté, il y a Rio Mavuba et il y a, je pense que c'était Ludovic Giuli. Ouais. Il dit, je n'en connais qu'un seul, je connais que Giuli, il y a que Giuli qui connaît le football. À côté, t'as quand même un mec qui a joué des matchs de Ligue des Champions avec le LOSC, etc. C'est pas n'importe qui, équipe de France, etc. Ouais, il a dit ça parce qu'il a joué au Barça. Voilà, il dit ça parce qu'il a joué au Barça. Parce qu'il a joué au Barça, mais après, ouais, c'est... Est-ce que le fait de manquer de respect comme ça, c'est maladroit. Ben voilà. Mais il perd aussi des plumes quand il fait ça. Il le sait politiquement. Je pense, ouais. Oui, voilà. Mais après, quand il était à Barcelone, c'était la même chose. Quand il était à la Rome, c'était la même chose. Il est comme ça. Je pense qu'il est comme ça. Comme je te disais, c'est les entraîneurs, les Guardiola, les Luis Enrique, surtout les entraîneurs espagnols, je pense qu'ils sont plus dans ce mood-là. Ouais. Après, en Espagne, allez, j'écoute pas trop les interviews en Espagne et tout, mais je pense que ça doit être assez similaire. Ils sont assez comme ça. Donc ça veut dire qu'au détriment, par exemple, de l'image publique, lui, il se dit, moi, je vais aller chercher des titres. Et après, quitte à ce que je parte avec une sale image, je m'en fous, quoi. J'aurais quand même été chercher les titres. Je pense, ouais. C'est comme ça que tu penses mais aussi. Oui, c'est ça. Il s'en fout de son image. Lui, tant qu'il atteint ses objectifs et qu'il arrive à faire jouer le PSG et remporter des titres, je pense que le reste, il s'en fout, hein, complètement. Guardiola, c'est pareil, hein. Bah oui, en fait, c'est comme ça. À Manchester City, au Bayern de Munich, c'était la même chose. Ouais, c'est vrai. C'était la même chose. Il a dû quand même adapter un petit peu son discours aussi parce qu'en Angleterre, il y a beaucoup de choses qui ne passaient pas parce que aussi le traitement de l'information en Angleterre n'est pas le même qu'en France, mais même en Espagne, etc. Il y a quelque chose de plus littéral et tout, et les journalistes se sentaient rapidement aussi agressés parce que eux-mêmes, dans leur mode de fonctionnement, ils posent les questions de façon plus directe. C'est aussi la différence culturelle qu'il peut y avoir entre les traitements de l'info et le sport et tout, mais Guardiola aussi a appris de ça parce que tu vois qu'il est aussi dans le show. Il est dans les sourires, je veux dire, Luis Enrique n'est pas dans les sourires. Il est aigri, lui. Voilà. C'est ça. Ouais. C'est ça. Le terme parfait, c'est l'aigreur. Ouais, il est comme ça. Mais tu peux pas être dans l'aigreur pendant une saison, Bison. Ouais, mais quand tu le vois sur le banc, quand tu le vois sur le côté, il est pas aigri, hein. Ouais. Quand il marque un but, quand il y a une action où il récupère, non, quand il récupère, comme ça s'appelle, le ballon assez haut, quand ils font du contre-pressing, il récupère le ballon assez haut, il est pas aigri, il est content, je le vois applaudir tout ça. Contrairement à comme ça s'appelle, à Marcelino, l'entraîneur de Marseille. Ouais. Tu voyais rien sur son visage. Ouais, lui, c'est encore autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'était, là, ouais, je peux dire ça. Mais après, face aux caméras, peut-être il a aussi un dégoût, peut-être aussi, voilà, la majorité aussi des spécialistes en France. Moi, je regarde beaucoup d'émissions en France. Ouais. Du lundi au dimanche, c'est que le Paris Saint-Germain. Au bout d'un moment, t'en as marre aussi. Même sur les réseaux, hein, les réseaux de la Ligue, c'est que le PSG. C'est que le PSG. J'ai l'impression qu'il y a que le Paris Saint-Germain qui joue dans ce championnat-là. Alors qu'il y a quand même des autres équipes. Ouais, c'est vrai. Il y a eu, par exemple, un jet de pétard, Montpellier-Clermont. Ils ont parlé vaguement. Ils ont plus parlé de ce qui s'est passé avec Enrique que le jet de pétard qui est plus dangereux quand même. Là, il y a un mec qui a été commotionné, effectivement, dans ce match. Ouais, absolument. C'est ça aussi la différence, ouais. Enfin, en France. Peut-être que c'est parce que ça fait moins vendre aussi. C'est ça intéresse moins, entre guillemets. Voilà. Les gens, ils vont... Je sais que tu travailles en partie avec la LFP, tu leur diras bravo de ma part, parce qu'ils ont fait un super documentaire sur le mercato. Ah oui, exact, qui est sympa, en effet, ouais. Franchement, félicitations, avec notamment des confrères, Luc Tanzi de l'équipe et Fabrice Hawkins cool. d'RMC. C'était très très bien. C'est l'image qu'on s'attend pas à voir, voilà. en fait.
Une petite reco, Clubhouse, si vous voulez aller voir, c'est gratuit, c'est sur YouTube. C'est sur le YouTube justement de la Ligue 1, 2023 minutes, c'est sur les coulisses du Mercato, à l'intérieur de Reims, de Lille, etc. La séquence avec Lille, pas voilà, Longoria au téléphone, si vous aimez bien l'Olympique de Marseille, voilà, c'est super intéressant. Mais merci à vous en tout cas pour ce débat. Juste terminer Ligue des Champions, on va aller jusqu'où au Paris Saint-Germain? Déjà que j'espère déjà 8e de finale. 8e de finale. Non, j'espère. J'espère qu'ils vont s'arrêter en 8e de finale. J'espère 8e de finale parce que le groupe il est assez relevé. Ok. Mais après allez, ils doivent terminer premier du groupe. Normalement ça devrait faire. Ça devrait faire. Je pense, pour moi, les 2 matchs qu'ils vont jouer contre Opinion, s'ils prennent 4 points, ils vont terminer premier. Logiquement, ils seront devant Newcastle, alors, qui a été fort impressionnant. Non, mais attends, tu dis ça, mais à un moment donné, le match Newcastle a prouvé clairement que Newcastle pouvait être un contender. Hein. Non, c'était une erreur. C'était une erreur. Moi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'était une erreur et ils vont se rattraper. Je pense qu'ils vont bien se rattraper parce qu'ils ont été vraiment aussi chambrés en Angleterre. Donc les matchs qui arrivent, surtout le match retour contre Newcastle. Connaissant le Parc des Princes, ça va être vraiment bouillant. Bah alors on dit 8e et puis alors on va aller chercher peut-être le demi, etc. Thomas. S'ils avaient un meilleur gardien, je dis pas que c'est un mauvais gardien, c'est pas ça que je dis, mais trop. Je suis d'accord avec toi. Trop surcoté à mon goût. C'est pas un mauvais gardien, mais je préfère nettement un Maignan à Donnarumma au PSG. Si t'avais un meilleur gardien, j'aurais dit. Même Mignolet est meilleur que lui. Non, là t'abuses. J'aurais dit. Simon, si tu nous regardes, ça fait plaisir. J'aurais dit demi-finale, mais je vais du coup aller vers les quarts de finale. Ok, quart de finale. Donc bon, j'ai dit demi. Hein, donc demi pour Bison, on va dire. Quart. Et pour toi, Xavier? Toutes les années, les quarts. Les quarts. Ok. Ouais, bah, ça change écoute, pas. on va se retrouver très simplement à ce moment-là et puis on retrouvera les séquences et puis on en reparlera bien sûr. On fera une petite séquence VAR et puis on verra un petit peu qui a eu raison. On parle bien sûr maintenant d'un sujet assez rapidement, on va être succinct, mais par contre, je voulais vraiment votre avis là-dessus, parce que c'est un sujet très important, on en reparlera bientôt, bien sûr, en long et en large. La Coupe du Monde qui a été 2030, qui a été désignée et qui aura lieu dans 3 continents différents, sud-américains, en Afrique avec le Maroc et en Europe, je crois que c'est l'Espagne et Portugal. Est-ce qu'on est pour ou contre, Bison? Contre. Contre? Complètement contre, parce que si tu fais ça, donc il y aura 5 pays automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde, c'est pas logique. Okay. Enfin, parce que le pays hôte est toujours automatiquement qualifié. Tu vas faire comment? Le Portugal, l'Espagne, le Maroc, Paraguay, Uruguay et je sais plus qui. L'Argentine, ils vont être qualifiés. Donc 8 équipes qui vont être qualifiées directement. Ça, je comprends pas. Donc ça biaise le sportif en fait. Mais oui, complètement. Moi, je suis déjà contre. Enfin, juste pour un truc qui est bien, c'est de célébrer les 100 ans de la première Coupe du Monde. C'est juste le seul aspect positif. Hein. Voilà. Après, je suis contre parce que déjà, enfin, une Coupe du Monde c'est sur 1 ou 2 pays, mais pas 3 continents. Ouais, et puis même pour les supporters, on va dire, imagine genre la France, ils tombent dans le groupe de l'Uruguay, de l'Argentine ou quoi. T'as ta phase de groupe qui se passe en Amérique du Sud, et tu veux suivre le reste de la compétition, tu dois retourner au Maroc ou en Espagne. Ouais, quoi. pas possible. Pour suivre ton équipe nationale, c'est pas impossible. Alors que c'est ça justement le fait d'une Coupe du Monde, c'est si par exemple t'as 3 semaines de vacances, pouvoir suivre tous les matchs de ton équipe. Et là, c'est pas possible, tu vois. Et on remerciera encore une fois l'argent avec Gianni Infantino qui ne pense qu'à ça. Il avait déjà été, je dirais, l'acteur principal de cette recherche pécuniaire pour la Coupe du Monde 2022. Là, aujourd'hui, il fait de mieux en mieux, toujours plus fort, toujours plus de subventions, toujours plus d'argent, toujours plus de manières de vendre à des marques, tout simplement aussi l'obtention de cette Coupe du Monde. C'est très dommage. On perd un petit peu aussi de foi en football quand on voit ça, Bison. Ouais, moi je me souviens, ma première Coupe du Monde où j'ai vraiment des souvenirs, c'est en 98. Elle était en France. Tout s'est passé en France et c'était vraiment fantastique. La Coupe du Monde en Allemagne, c'était en Allemagne. 2006. Il n'y a pas eu d'autres pays. C'était aussi fantastique. Ouais. Je vois pas pourquoi maintenant, quand c'est l'Euro, pareil, ils vont le faire en Roumanie, ils vont le faire en Autriche, ils vont le faire en Italie, ils vont le faire en Angleterre. Mais on fait comment maintenant? C'est que pour le business. J'ai écouté aussi quelqu'un qui disait maintenant si j'ai envie d'aller voir par exemple un match de l'équipe de France, ils vont jouer en Uruguay et après l'autre match ils vont jouer au Maroc. Je fais comment maintenant? Tu prends l'avion, hein, tu prends un jet privé, c'est bon. Ouais, c'est ça. Je fais comment? C'est ça, c'est la Coupe du Monde des millionnaires. Je te jure, c'est lamentable. Déjà, comment ça s'appelle?
L'inflation, c'est énorme maintenant. Ouais. Et on va se taper, je sais pas combien de kilomètres pour aller en Uruguay, après aller au Maroc et tout. Non. Bah, j'ai une alternative pour toi. Tu restes chez toi, avec ton fauteuil, tu regardes la télé. Ce que je pense que je vais faire, je voulais aller voir la Coupe du Monde aux États-Unis. Même là aussi, Ouais. c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Autant faire dans un pays, t'imagines, l'équipe de France en 98, quand ils gagnent la Coupe du Monde en France. Quel bonheur ils ont eu. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Mais même, Quel bonheur ils ont eu. C'est impressionnant. Ouais, même celle en 2010, c'était en Afrique du Sud, je pense, si je me trompe pas. oui, oui, tout à fait. Donc, c'est que c'est bien faisable de le faire dans des pays, même comme l'Afrique du Sud, juste dans ce pays-là. Dans ce Pourquoi pays-là. aller Afrique dans... du Sud qui est un des pays quand même les plus développés en Afrique. Hein. Donc, ouais, mais quand même, pas... c'est... Ouais, non, je parle pas par rapport à ça, mais je veux dire, c'est des pays quand même assez pauvres, si on compare avec des pays européens Bien ou sûr. d'autres pays. Donc, c'est que c'est faisable de le faire. Donc, pourquoi pas le faire, par exemple, au Maroc, une Coupe du Monde au Maroc, qu'au Maroc. Ouais. Mais non. Mais en fait, Compliquer les choses. La Coupe du Monde, c'est toujours, je dirais, la recherche du plus grand événement au monde pour essayer de... Tu peux bien le faire chez toi. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas d'urgence. Pourquoi aller là-bas? Allez, qu'il le fasse en Argentine. En bah fait, oui, c'est pour malheureux, sentir- mais la c'est pour réponse se- à si tout c'est les le monde- centres. Qu'il le fasse en Argentine ou qu'il le refasse au Brésil. Je suis d'accord, mais la seule manière, en fait, de répondre à ta question, c'est à chaque fois la seule courroie d'information, c'est l'argent. Ouais. En fait, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'un mec va pouvoir gagner son élection. Je sais pas si vous avez vu dernièrement tous les documentaires qui sont sortis sur comment est-ce qu'on élisait un président de la FIFA, etc., avec l'époque Sepp Blatter, etc., tous les pots de vin, les machins, les bazars, la façon dont des petites fédérations comme Trinidad et Tobago, les fédérations africaines, le Bénin, la Guinée-Bissau, tout ça, et ils vont en fait, si vous voulez, se faire complètement graisser la patte pour pouvoir ensuite avoir des subventions, etc., pour ensuite pouvoir avoir, je dirais, poussé pour les attributions, etc. La Coupe du Monde de Qatar a été l'exemple même Bah de oui. ça. Ouais, On n'est pas en train de juger la qualité du jeu. Ok. La qualité du jeu au Qatar était excellente. Voilà. Moi, Je j'ai pense pris que beaucoup de plaisir. Même niveau de la sécurité au Qatar, Ouais. c'était la Oui. meilleure Coupe du Monde. Franchement, c'était très bien organisé. je suis d'accord. C'était bien organisé. Comme les politiciens, c'est quand ça a été attribué, personne parlait. Il n'y a Ouais. pas eu un mot. Allez, ça a 1 an des Jeux, oui, il y a tant de morts et tout. En France, pour les Jeux Olympiques aussi, il y a des morts. Hein. Mais Sur les ouais, chantiers, partout, hein. c'est partout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ils arrêtent un peu de leur bêtise à dire n'importe quoi. Mais la Coupe du Monde au Qatar, je pense que c'était l'une des meilleures Coupes du Monde qui ait eu, enfin, depuis que je suis né. Hein. Depuis que je suis né, après les autres Coupes du Monde, T'as pas connu. j'ai pas connu. C'est vrai que le Mais- spectacle était au rendez-vous. Mais Ça, ouais, c'est Mais tout était au rendez-vous. Le seul hic, non, pas tout, parce que j'ai pas aimé l'édition hiver, hein. Je préfère l'édition été. Ah, ça c'est vrai. Ça, Ouais. pour c'est ça, c'est le je suis seul tout à truc fait- vraiment je qui suis tout à était, fait d'accord avec toi. pas cool. Mais après, c'est vrai que sinon, En à plus, côté de ça, le Qatar avait l'argent même pour le faire en été, je veux dire en été pour Mhm. nous. Donc ils avaient l'argent pour le faire, mais je pense même au niveau de qualité, tout ça, ça a été l'une des meilleures coupes du monde. Place à présent à votre séquence préférée, le crack ou la fraude. Et c'est à ce moment-là que nos chroniqueurs vont absolument se mouiller. Bison aussi, tu vas te mouiller. Hein. Tu vas te mouiller. Ça, je te le dis, mon petit pote, ça va être sympa. On va commencer bien sûr avec Xavier. As-tu choisi un crack ou une fraude? Moi, je vais parler d'une fraude. Ok. À l'heure actuelle, je trouve que Vincent Janssen, à l'heure actuelle, à faire reste un bon joueur, c'est une fraude. Parce que un attaquant de sa trempe, dans une équipe comme l'Antwerp, qui est quand même dominatrice dans son championnat, un but en 9 matchs, c'est pas possible, quoi. C'est vrai que c'est assez scandaleux. Mais c'est parce Surtout que... quand ton oui. équipe, elle en met 3 ou 4 ce week-end, tu vois. Ouais. Et Ouais, il a raté raté des gros... 2 grosses occasions à rater, ouais. C'est vrai. Moi, je reste fan de ce joueur, donc je ne compte pas critiquer. Ah, tu restes fan de Vincent Janssen. Moi, j'adore, Comment on ouais. est fan de Vincent Janssen, en fait? Mais c'est un On est fan attaquant. de Vincent Janssen comme on est fan de Olivier Giroud, quoi. Bah oui, Pour moi, parce qu'il m'a c'est un dégoûté. vrai Même chose. attaquant. Ah non, c'est un bon attaquant. C'est un vrai attaquant. À Tottenham, c'était la même Ouais, chose. non, je suis Il d'accord. marquait- Dernier match, tu vois. À Tottenham, il marquait pas un but. Oui, mais bon, Tottenham, c'est un niveau qui lui correspond pas. Ouais, mais bon, après, quand tu vois le prix qu'a payé l'Antwerp Football Club, Ouais. 7,2 millions Mais d'euros. c'était leur attaquant l'année dernière, ils ont été champions, ils ont gagné la coupe, et ils sont en Europe. Non, pour moi, c'est un très bon attaquant. Le seul problème à Donc l'Antwerp. ces 7,2 millions d'euros sont rentabilisés. Ah oui, pour moi, carrément, complètement. Le seul truc, c'est qu'il a pas de concurrent. Et c'est peut-être pour ça que enfin non, après, je pense Il y a pas le que c'est... petit Georges Yekena, là, il est pas mal. Ouais, il C'est est pas un- mal, c'est un mais il a 16 ans, Parisien quoi, tu d'origine Mais par nigériane, contre- il est excellent. Par contre, pour revenir au match contre Penn, Ouais. Janssen, je l'ai trouvé très bon, hormis le fait qu'il ait raté ses occasions. C'est un attaquant, il était hyper présent, il revient en défense, c'est pas un qui va rester devant, il se donne pour l'équipe. Et ça, pour moi, c'est un vrai attaquant, ça. Thomas, ton crack ou Mon ta crack. fraude? Crack ou fraude, tu peux C'est à choisir. toi de choisir. Crack. Attends, vas-y, Crack. va sur le crack. Crack, mais je pense que
c'est un peu classique. J'ai pas forcément fait de grosses recherches parce que je trouve qu'il le mérite. C'est Nathan Ngoy. Oui, bravo. J'ai même plus besoin de le dire. Oui. Ça y est, c'est lui qui l'a fait. Mais il a été un peu essentiel dans toute la presse en ce moment. Enfin, ces derniers matchs. Donc, c'est pour ça que c'est pas très original de ma part. Ouais. Mais je trouve que ça doit être mentionné au max parce que franchement il a été très bon. Même Soudeila il avait dû jouer quelques fois, il a été beaucoup blessé l'année dernière et chaque entraîneur avec qui il a collaboré, tout le monde a été toujours très positif par rapport à lui et c'est sa saison. J'espère juste pour lui que si Leifis revient, il perdra pas sa place. J'espère pas. Parce que c'est ce qui avait été le cas quand Leifis est revenu. Bien sûr. Il était titulaire, Leifis est revenu, il l'a mis direct Oufkens. Maintenant il s'est reblessé, c'est Ngoy qui a repris cette place. Après on en parlait dès le premier épisode ici dans le Clubhouse, c'est dès son arrivée le joueur qui a le plus marqué les esprits dans la tête de Karl Oufkens, l'entraîneur du Standard. Dès qu'il est arrivé, 2-3 premiers entraînements lui ont suffi pour dire ok, ce mec-là il va devenir un vrai grand joueur. Mais c'est ça que je comprends pas parce que Dela a fait exactement la même chose l'année dernière. Pourquoi ils le mettent pas comme titulaire alors que tu joues à trois défenseurs, donc t'as l'occasion de le mettre, hein, donc c'est ça que je comprends pas trop. Je trouve que c'est très compliqué quand tu cherches en fait à jouer avec ta relance et démarrer si tu veux la construction de ton jeu avec un défenseur central droitier à gauche. Moi je trouve que c'est très compliqué, tu vois. Surtout quand tu joues dans un système à 3 où tu as déjà 2 droitiers. Donc, tu as besoin, en fait, de cet apport offensif et surtout, tu as besoin d'un joueur qui soit à l'aise avec son pied gauche. Et là, on voit qu'à chaque fois, il revient sur son droit, tu vois. Ouais, mais il gère quand même. Moi, je trouve qu'il faudrait le laisser. C'est un très bon joueur. Il est vraiment bon. Bison, crack, fraude. Il hésite. Non, je vais prendre crack. Ok, crack, vas-y. Même s'il y en a beaucoup qui l'ont critiqué ce week-end. Ça, c'est déjà pour se justifier. Ouais. Non, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué. Attends, c'est dans quel club? On va essayer de deviner. Charleroi. Charleroi, un crack. Il y en a beaucoup qui l'ont critiqué. Pour Bayac. Beaucoup qui l'ont critiqué. Moi, je trouve qu'il y a 2 joueurs qui ont été très bons à Charleroi. Il y a un, Issaq Mbenza, et 2, Damien Marc. C'est un des deux ou pas? Ça te dit ou pas? Il y en a un, déjà, pour moi, il ne fait pas partie des cracks. Ouais, c'est Damien Marc, on a compris. Damien Marc, pour moi, ça a été le meilleur joueur. Ah ouais, d'accord. Ça a été le meilleur joueur. Mbenza, pour moi, c'est le mec qui ralentit le plus le jeu. Ah, tu trouves? Ah ouais? Pour moi, c'est lui. C'est le mec qui court le plus vite du championnat. Je pense qu'il court l'un des plus vite du championnat et il ralentit beaucoup le jeu. Mais pour moi, je vais mettre Hervé Kofi. Hervé Kofi. Ah oui. T'as dit crack? Pour moi, ouais. Ah mais c'est vraiment pas la semaine pour dire que c'est un crack. T'as vu l'erreur l'erreur qu'il fait sur le but de McTargay? Je il le connaît aussi, c'est pour ça que t'as joué avec un J'ai joué avec. Mais non, tout s'explique, tout s'explique. Je vais argumenter. Ok. C'est l'un des meilleurs gardiens au jeu au pied du championnat. Ouais. Si vous remarquez bien, la passe que le défenseur lui met, il m'en galère. Ok, il doit pas faire se crocher, il doit dégager. Mais moi, c'est juste, allez, on va dire pour lui donner de la confiance. je le mets en crack, mais vraiment, pour moi, la passe du défenseur le met déjà en difficulté. Mais après, niveau relance au pied, niveau arrêt, tout ça. Relancement, il est pas mal aussi. Relancement, il est pas mal aussi. Moi, de ce but, il me mettait des ballons. Mais il fait plus ça. À mon cross, c'est incroyable. De la main, il me mettait de l'autre côté. Mais pour dire, Hervé, pour moi, il fait partie des meilleurs gardiens du championnat. Ouais, je suis d'accord. Et malgré l'erreur qu'il a pu faire, je pense que il sauve encore beaucoup de points au Sporting aujourd'hui. Bon ben voilà, au moins c'est bien d'avoir un petit avis positif. Hervé, si tu nous regardes, tu vois, il y a des gens qui t'aiment ici. Il y a des gens qui te soutiennent, il y a des gens qui t'envoient la force. On te souhaite beaucoup de bonnes choses et puis on se voit très vite, très certainement dans le Zebra Quiz. Mais bon, ça c'est une autre histoire, another story for another day. Parole de supporters, bien sûr. Et la question, elle concerne le Standard de Liège et cette victoire face au club de Bruges. Très simplement, est-ce que les Rouges ont maintenant leur déclic, le déclic qu'il leur fallait pour enfin lancer leur saison, Thomas? Oui, bien sûr, ça fait un moment qu'ils ont plus perdu, on oublie ça. Mais ça fait quelques matchs que le Standard n'a plus perdu, ils ont battu. Oui, dis-moi. Tu gardes tout ça. Tu me gardes tout ça. Parce qu'une parole de supporter, il faut écouter les supporters, mon loulou. Ok. J'allais justement y venir. Et garde tout ce que tu dis. T'inquiète pas, après on va y venir sur le débat. Réfléchissez un petit peu à ce que vous voulez dire parce qu'on va bien sûr écouter des avis de supporters qui sont complètement différents. Ils sont pas totalement sur la même ligne tous, et pas sur la même longueur d'onde. Vous allez le voir. Gilles Rave nous dit, il manque trop de choses. Technique, physique, agressivité, la facilité des adversaires pour arriver dans les 30 derniers mètres est effrayante. Attends, parce que derrière, après, tu as
UEFA, nous voilà. Donc déjà, tout de suite, on est sur la Coupe d'Europe. Ouais, mais là, c'est de l'ironie, je pense. C'est de l'ironie, non? Non, c'est Eric Prudhomme qui nous dit ça. Ah, il fait ça à Michel? Ouais, ce que j'allais dire. C'est bon, ça. C'est fort possible. Et puis, il y a Krassart qui nous dit, le Standard peut être rassuré concernant la mentalité et l'énergie mis dans ce match, mais que c'est faible dans le jeu. 30% de possession, à peine 70% de passes réussies, 70%, disons. Le plus dur commence, garder cette mentalité et cette énergie. Tom Rat. Voilà, bah, il termine très bien, garder cette énergie, mentalité, et ça va, ils vont progresser au fur et à mesure. C'est vrai que, par contre, les stats étaient vraiment en faveur du club de Bruges, hein. Tu passes d'expected goals au corner, à la possession, les duels gagnés. Tous les statistiques étaient en faveur du club de Bruges. Mais la victoire est quand même méritée pour le Standard parce qu'ils ont tout donné pour ce match et voilà. Tu penses pas que c'est leur coach qui les a fait jouer comme ça? En les connaissant? Oufkent, ça? Ouais, il y a quand même pas mal de changements dans l'équipe, hein, donc Non, il y a pas mal de changements, mais tu penses pas que il les connaît, c'est sûr. Il les connaît par cœur. Il les connaît, c'est sûr. Surtout la défense, il connaît très bien la défense. Et la majorité des ballons qu'ils avaient, quand ils avaient le ballon, le Standard, c'était boum devant pour comment ça s'appelle Kanga, ouais. Qui a fait un match énorme. Soit aussi. Hein. Toi, tu connais ce genre de match difficile, hein? Tout le temps dos au but, aller essayer de la conservation, quand je jouais, j'aimais ça. J'aimais ça. Au contraire, je voulais qu'on joue comme ça sur moi pour aller me battre avec les défenseurs. Il mettait bien son corps. Hein. C'est Bison le lutteur. Hein, ah mais c'est ça que je voulais dire en début d'émission. C'était quelqu'un comme ça. Hein. Il se battait, il utilisait son corps. Ouais, c'était. Moi j'aimais bien ce genre de match. C'est pour ça. Franchement, je pense qu'il s'est régalé. Ouais. Connaissant son profil, tout ça, quand il était comment ça s'appelle, une bosse de Berne, il était comme ça. Il a terminé aussi dans les meilleurs buteurs du championnat suisse et il jouait comme ça déjà. Mais je pense que pour moi, il s'est régalé. Et pour revenir à ce que tu disais, pour moi, c'est le coach qui a, je pense, laissé le ballon au club pour pouvoir aller en contre-attaque. Parce que sur les côtés, que ce soit Genepo ou l'autre aussi, là. Fossi. Ouais, ils vont à 2000 à l'heure. Ouais, clairement. Ils sont plus rapides que Mekele, là, que l'autre. Ils sont plus rapides. Mais tout le monde est plus rapide que Mekele. Ouais. Mais non, mais c'est pour dire, je pense que c'est vrai. Ça a été une stratégie de sa part de jouer comme ça. Ouais, non, c'est intéressant. Alors, on va peut-être parler un petit peu d'arbitrage, c'est possible, parce que c'est quand même un sujet important, Xavier. Celui qui s'est blessé. Ludo Cook, attends. Ludo Cook nous dit, Genepo ne devait-il pas recevoir un carton rouge, sinon un match plaisant à regarder, rendez-vous pour le Classico dans 2 semaines. Carton rouge ou pas pour Genepo, c'est important. Le problème, c'est que c'est un gros match, donc l'arbitre ne va pas le mettre. Mais si tu veux être cohérent avec tes décisions depuis le début de la saison et en Belgique, dans d'autres championnats, tu le mets pas. Ouais. Mais en Belgique, c'est le genre de phase où combien de fois on met des cartons rouges pour ça? Je dis pas que ça le mérite, hein. Mais en Belgique, malheureusement, l'arbitrage, dès que tu touches à peine le joueur, limite on met une jaune et une petite semelle. Après, ça dépend des clubs, hein. Rouge, toi. Ouais. Ça dépend des clubs. Non, mais si tu suis la jurisprudence, effectivement, je pense qu'il aurait dû écoper d'un carton rouge. Il a tout à fait raison. Moi, je me rappelle d'un match quand on est parti jouer contre Anderlecht, quand c'était compagnie entraîneur. C'était avec Moucron. Avec Moucron, ouais. Boca, il s'est pris une rouge. Boca, il s'est pris une rouge. Mais juste après, très belle. Oui. Il met un coup, il met un tacle. Horrible, ça. Il met un tacle. Rouge. C'était rouge 20 fois. Tous les jours. Mais il a pas mis. C'est pour ça que je dis, ça dépend des clubs. Mais oui, il y a plein de clubs protégés en Belgique. Je pense pas qu'en Belgique. Mais la majorité des clubs, peut-être tu vas en Anderlecht, tu vas en Standard. Moi, en étant dans les... Tu as vu la pression. Moi, j'étais au stade. J'ai vu le match. J'étais à l'intérieur du truc. La pression, le chaudron, l'enfer que c'était. Eric Lambrecht, il a pris un feu, mon ami. C'était, pour lui, ça devait être un enfer d'arbitrer un match pareil, hein. C'était horrible, hein. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est son job. Mais t'imagines la pression que t'as derrière quand tu prends une décision, entre guillemets, contre, je dirais, le public dans cet enfer-là. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ce Clessin comme ça, hein. C'était la folie. Ouais, je suis d'accord, mais le souci, c'est que genre, parce que t'as un 12e homme, tu dois pas donner de carton rouge. Donc après, s'il y a Bruges au Standard, t'as le joueur de Bruges qui fait une méchante faute, parce que t'as à Bruges, tu donnes pas la rouge, alors que ça mérite rouge. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ça va pas. Mais après, je suis d'accord. C'est peut-être lui qui n'a pas gardé son sang-froid, c'est ça que je veux dire. Voilà, tu vois, peut-être, et même à Charleroi, je pense que le 4e arbitre a pris la place de Visson, je pense. Parce que je pense qu'il s'est trompé dans cette C'était horrible, la jaune, là. Non, mais il s'est trompé. Parce que le gars, il part récupérer son coéquipier. Ouais, et il met un carton rouge. Là, vous parlez du match Charleroi WDM. C'est pour dire Ouais. les exemples qu'il y a.
Et maintenant, Gay, il va être suspendu. C'est pénalisant pour son équipe, alors que il y a pas forcément de deuxième carton jaune. Et après, il s'énerve. Et c'est contre lui. Ça va être contre lui. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il perd le RWDMA. Ouais. Ça fait sortir toute l'équipe de son match. Ouais, tu penses? Ouais, sur bois, après... Mais moi, je pense que c'est parce que pour moi, les changements n'ont pas été bons. Ah oui, non, ça c'est ça aussi. Mais les changements n'ont pas été bons. Ils ont plus beaucoup sur le banc, hein. Malheureusement, avec tous les blessés qu'ils ont. Ouais, tous les blessés. Voilà, aussi, ils ont beaucoup de blessés, mais Cassapa, il a pas géré. Ouais. Il a pas géré. On me disait toujours, gère tes émotions, et lui, je pense qu'il a pas géré ses émotions. Toi, t'étais bon pour pas gérer tes émotions. Quand je me rappelle de matchs où à un moment donné, t'étais en furie, hein. Moi, ouais, j'étais catastrophique. Ouais, c'était catastrophe. Mais moi, c'est souvent aussi pour ça que t'étais dans des championnats chauds et des clubs chauds, parce que tu avais aussi ce tempérament de feu-là. Moi, j'ai toujours aimé ça, aller au combat. Comme ça, je disais que l'attaquant du Standard a dû se régaler. Et moi, c'était ça. Aller au combat, aller toujours, quand il y avait des petits moulons, des petites embrouilles, j'allais dedans, je rentrais dedans aussi. Et à cette époque-là, il n'y avait pas le VAR, donc tu pouvais mettre des coups comme tu voulais. Donc voilà, c'était assez bien. Donc c'est suffisant, hein. Donc pour vous, j'interprète vos propos, le kick and rush de Karl Hufkens, la façon de jouer avec l'équilibre offensif qu'on trouve avec Kanga qui joue dos au but et ce que vous avez vu, pour vous suffit à vous dire que c'est le déclic pour que le Standard peut aller dans l'avant. Moi, c'est ce que je comprends de ce que tu me racontes. Énergie, mentalité, oui. Après, il a son effectif, il a ses joueurs. Je pense pas qu'il peut faire beaucoup mieux non plus. Ah, mais cette énergie-là, je pense, c'est parce qu'aussi, il y a le public qui va avec. Ouais, c'est sûr, ça c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ça joue beaucoup. Une fois, maintenant, c'est contre Anderlecht, là, ils jouent contre Anderlecht. Ouais. Ah, ce sera autre chose. À domicile, hein, par contre. À aussi domicile. Encore, hein, ils enchaînent avec un deuxième match à domicile. Bah, ça va être, je pense, que ça va être la même chose. C'est au Standard, c'est au Standard, c'est à ce que c'est, bien sûr. Après la trêve. Après la trêve internationale. Ça va être la même chose et je pense que il va faire beaucoup de mal à Vertonghen. Et je pense qu'il va, il va lui faire du mal. En plus, il reviendra de la trêve internationale qui sera pas facile pour lui. Ça va pas être évident. Mais par contre, oui, ça va être solide, hein. Ça va être, fou. Mais quel gabarit! Et il faut se le coltiner pendant 90 minutes, hein, ce mec-là. C'est solide, hein, Kanga. Ses premiers matchs, moi, je le trouvais catastrophique. Ouais, il était bon. Mais non, mais attends, il fait une passe à 6 mètres, c'est pas ça le problème. Quand il fait un contrôle, un mauvais contrôle de balle, il est 12 fois hors jeu, tout ça, c'est très bien. Mais est-ce qu'on lui demande vraiment ça? Il a simplifié sa formule. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on lui demande pas ça. On lui demande d'aller batailler. Parce que les premiers matchs, c'était avec, Dragoš. Ouais. Les premiers matchs. Et Dragoš tournait bien autour de lui, tout ça. Et je pense qu'il lui faut un joueur comme ça autour de lui. Mais là, ce genre de joueur, je pense c'est juste va au combat et nous on récupère le deuxième ballon. J'ai kiffé l'accent. Tout le monde disait Dragus, il a dit Dragus. Bah oui, mais c'est parce que là il a joué en Roumanie. Non, mais il parle roumain. Ah, tu parles roumain. C'est pour ça que d'accord. Ah non, mais en fait, je m'étais dit Dragoš, plus jamais Dragus, dites Dragoš. Quand il a dit ça, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait après je me suis fait la réflexion, ah ouais, il a joué en Roumanie donc il connaît la langue donc en fait la prononciation c'est la meilleure en fait. C'est stylé. Mais non, mais sur l'argument effectivement, c'est intéressant. Le seul regret que j'ai, et ça va être un peu plus compliqué, c'est qu'aujourd'hui on a vu le Standard dans sa position et la circonstance de match favorite. Très rapidement un but sur phase arrêtée. Ensuite gestion pendant, je dirais, c'est quasiment 70 minutes. Ils souffrent, ils encaissent un but. Miracle avec ce jeu de haut but, effectivement, boum, ça arrive avec le but d'Isaac Price. Mais ce genre de choses, c'est le scénario parfait qui n'arrive pas souvent dans une saison. Ça aussi, il faut savoir le remettre en question. Et comment on fait après pour agir derrière, Xavier? Bah, surtout, tu joues pas souvent avec une équipe qui se croit hautaine. Parce que Bruges, il est venu en croyant supérieur au Standard. Ouais, c'est même à 85e, quand tu fais 1-1, normalement tu fermes boutique, tu prends 1-1, tu prends tes points. Eux, ils ont continué à vouloir jouer, absolument faire le 2-1. Puis Skoffelsen qui sauve Bruges, mais c'est lui qui fait l'erreur sur le 2-1. Ouais. C'est lui qui relance. Catastrophe. Il était blessé aussi. Il était déjà blessé. C'était en première mi-temps qu'il prend le coup sur la cheville. Et je pense déjà il était déjà blessé pendant le match. Ouais. Donc c'est la faute à Dela. Toutes les semaines, des équipes qui vont vouloir jouer hyper haut comme ça. Enfin, tu le sais, si le Standard, tu les laisses reculer et le jouer bas, t'es sûr que t'es mort. Ouais, c'est ça. Parce que comme tu l'as bien dit, ils étaient vraiment hautains. Tellement supérieur, Dela aussi, je pense, avec son équipe, ils ont un effectif qui vaut des millions. Enfin, un effectif de. Mais je pense qu'ils savaient. Antonio Nusa, j'ai jamais vu un joueur aussi fort. Non, alors lui, c'est même pas on peut en parler. Je pense quand ils sont pris le but, ils se sont dit qu'ils vont égaliser. Je pense que ils étaient vraiment trop hautains, Bruges. C'est bien fait. Et je pense c'est bien fait. Même si moi je suis pas un supporter du Standard. Oui, moi non plus, mais je suis un mec du Sporting, donc je peux pas être supporter du Sporting. C'est clair. Moi, je pense que le Standard t'appelle aujourd'hui, tu vas, non? Maintenant? Ouais. Non. Je reste chez moi.
Bon, bah alors Wait and See, bien sûr, Wait and See, c'est notre séquence, comme d'habitude, liée au bruit de transfert et aux rumeurs. Vous avez vu, hein, sur les réseaux, ça parle énormément suite au Wait and See. Aujourd'hui, programme extrêmement gourmand pour vous, Philippe Clément du côté de l'Écosse. On va parler également de Carole Gerhardt, il y aura du Renaud Aymon, question d'un abonné, et aussi nous parlerons de OHL et la situation très compliquée du côté d'OHL. Et ne parlez pas en même temps que moi, après il y a des gens qui nous écoutent. Tu voulais savoir où il était Renaud Aymon? Tu feras ta photo après, Thomas, d'accord? Tu feras ta photo après, il n'y a pas de souci. Bon allez les amis, vous voyez ça commence à se dissiper, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, bien sûr, de l'avoir suivi. Merci Xavier. Merci Thomas. Merci à toi. Bison, c'était ta première. Félicitations, tout doucement on monte. T'as vu, tu vas prendre de l'expérience ici. C'est un centre de formation. Après, tu vas devenir le nouveau consultant à la mode. T'inquiète même pas. Merci beaucoup de l'invitation en tout cas. Écoute, t'es à la maison chez toi. Tous les gens qui viennent dans le clubhouse sont toujours la bienvenue pour revenir. Tu reviens quand tu veux, sache-le. Ça marche. Merci beaucoup, Sacha. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous aussi. Prenez soin des autres. Et puis, n'oubliez jamais, le football ne s'arrête jamais dans le clubhouse. Football time. On like et on s'abonne. Oubliez pas. Yes!